Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Psychoactif, bastion de la RDR, épisode 3. Le terme hacking a été tellement utilisé à tort et à travers dans les médias, et même pire dans l'univers de l'entreprise et du management, qu'il est devenu galvaudé et qu'il a perdu son potentiel subversif. Il y a plusieurs définitions du hacking, mais moi celle que je retiens, c'est celle qui considère que hacker est le fait d'exploiter les failles d'un système pour s'y introduire et l'exploiter à sa manière. Et je trouve que ça correspond bien à la démarche de Psychoactif dans la mise en place de son dispositif d'analyse. Face à une administration schizophrénique, déchirée entre ses pulsions autoritaires et sa mission de prendre soin de ses administrés, Psychoactif a trouvé malgré tout le moyen d'avancer très concrètement pour améliorer les dispositifs d'analyse de drogue. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. On a pensé ça comme du hacking. Mais en fait, les forums, c'est déjà du hacking un peu quelque part un peu de cette construction collective et culturelle des drogues, très marquée par la prohibition finalement. Ça a déjà été un outil qui a permis de détourner un peu des choses, de tirer parti. Complètement, c'est du hacking les forums, parce qu'en fait c'est quoi les forums? C'est on prend la loi, on dit que oui la loi reconnaît la réduction des risques, mais après nous on fait notre propre réduction des risques qui n'a rien à voir avec la réduction des risques institutionnels. En ça c'est déjà du hacking. La plupart des forums se reconnaissent dans la loi sur la réduction des risques, mais font pas du tout la réduction des risques institutionnels. La base du forum c'est déjà ça. Et c'est vraiment quelque chose de pensé. Et si on se renseigne un peu sur quelle est l'idéologie du hack autour du développement des outils Internet, en fait, c'est aussi la conscience que quelque part, ce qui se passe dans les mondes numériques peuvent changer ce qui se passe dans le monde pour de vrai. Et que les socialisations numériques, ce n'est pas juste quelque chose de superficiel et de virtuel. C'est quelque chose qui a une matérialité. C'est quelque chose qui a une matérialité qui change le monde, qui peut changer le monde. Et ça, c'est vraiment l'idéologie hacker, quelque part. C'est vraiment en ça, qu'est-ce que le monde numérique offre comme possibilité de changer notre monde. Et ces luttes que vous menez pour le moment plutôt discrètement, est-ce que vous avez envie de les porter sur la scène politique? Est-ce que vous pensez déjà qu'il faut le faire? Est-ce que c'est pas un peu dangereux pour vous d'attirer l'attention de forces politiques auxquelles on n'a pas forcément envie de se frotter? Ou alors est-ce que ça serait constructif d'en parler plus ouvertement? Comment vous voyez les choses? Alors je réponds, c'est les deux, c'est-à-dire c'est à la fois ça sera constructif et dangereux, parce que forcément à un moment donné, c'est pareil, moi je prépare, on va se faire taper dessus à un moment donné, mais ce qu'on a fait là ces dernières années, c'était le préalable, c'est-à-dire construire un discours pour lutter contre la prohibition, qui n'avait jamais vraiment été fait, parce qu'on se plaint beaucoup, la prohibition ci, la prohibition ça, mais on n'a pas de discours approprié pour aller la combattre. Tu vois, donc on a développé le concept de stigmatisation comme un processus social de domination. On a développé le concept des bénéficiaires à l'usage de drogue qui vont directement frapper au cœur de la prohibition. On a développé les savoirs expérientiels là, toutes ces années. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est appliquer ces concepts. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire des articles, ça veut dire écrire des bouquins, on a commencé. Mais aussi ça veut dire aller dans l'espace public et développer notre discours. Voilà, qui encore une fois est nouveau. Et je pense que moi je pense que ça va marcher. Mais il fallait, avant le préalable, c'était vraiment de développer les concepts dont on avait besoin. Je pense qu'il y a une autre partie de l'action politique qui est un peu plus profonde. Donc la stigmatisation, c'est l'adhésion à des stéréotypes, qui sont des stéréotypes négatifs. Et ça se passe à la fois de l'extérieur. On peut stigmatiser quelqu'un avec une vision très stéréotypée de ce que peuvent être et ce que doit être l'usage de drogue. Et puis ça se passe aussi à l'intérieur de chaque personne qui consomme, dans laquelle finalement, on en vient à se penser à travers ces stéréotypes négatifs qui ont tendance à se produire, un peu comme une prophétie autoréalisatrice. C'est des concepts issus des sciences sociales, de la psychologie sociale et des sciences humaines et sociales qui permettent en fait de saisir ça. Et quelque part, en fait, un des autres travaux politiques sur lequel on travaille et qui continuera, c'est aussi de changer la manière dont les personnes se conçoivent. Il s'avère en fait une grande partie des risques et de ce qui peut se passer en fait de désagréments, on pourrait dire, autour de l'usage de drogue, ça se passe aussi en raison de cette intériorisation
extériorisation de toutes ces choses négatives, en fait. D'ailleurs, la science, elle produit ça comme résultat. Elle dit que la stigmatisation, c'est quelque chose, en fait, qui participe, par exemple, à rendre dépendants des personnes qui auraient aimé ne pas l'être. Alors bon, c'est un des points de vue, en tout cas, que la science pourrait porter dessus. Je pense que quelque chose, un des travaux politiques qu'on fait et qui mériterait aussi d'aller dans l'espace public plus, mais qui se produit quand même petit à petit, c'est aussi finalement de changer la manière dont les personnes qui consomment se conçoivent et donc aussi le rôle politique qu'elles peuvent prendre. Après, de fait, la prohibition est terriblement forte et à ce jour, il n'existe pas de camp politique qui serait prêt à porter quelque chose de l'ordre d'une lutte contre la prohibition. Alors peut-être à la marge sur des questions du cannabis et encore peut-être que si thérapeutique, mais en fait il y a un manque de courage politique à affronter cette question. En fait, ce discours stigmatisant et prohibitionniste a été tellement martelé que maintenant il y a aussi tout un travail de déconstruction de tout ça à faire auprès de la population pour qu'elle soit prête à soutenir un candidat qui lui serait prêt à porter une idée de lutte contre la prohibition. C'est un travail aussi dans l'espace public, je pense qu'on commence à faire. Il y a toute une partie de ce travail qui s'est fait finalement auprès des professionnels du champ, c'est-à-dire qu'on intervient et on forme des professionnels en fait à ces questions-là. On transmet aussi ces idées là-dedans, elles cheminent un peu, mais tout doucement, il y a la question d'aller dans des espaces publics un peu plus visibles et un peu pas sortir du champ professionnel ou institutionnel aussi, pour aller aussi porter des discours. Et je pense que les dernières années, ça a été une grande préparation à ça. C'est notre travail de demain. Oui, moi je pense que la démonstration est faite. On ne peut pas constituer de force politique qui pèse tant que les usagers eux-mêmes intègrent la stigmatisation en eux et l'acceptent. Et évidemment, aucun parti politique ne s'engagera sur le sujet s'il n'a pas de bénéfice électoral à en espérer. S'attaquer frontalement à la prohibition, pour le moment, en fait, il n'y a que des coups à prendre, il n'y a aucun bénéfice à attendre pour le personnel politique. Moi, je pense que je suis assez sévère avec ce qui s'est passé ces 20 dernières années sur le dispositif, notamment Addicto. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrêtent pas de dire oui, la prohibition, mais ils n'ont jamais construit d'outils ou de langage pour déconstruire cette prohibition. Tu vois, voilà. Donc, et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on a fait ces dernières années et on va continuer. Donc là, on est plus près qu'il y a des années. Après, pour ce que disait Philémon, la stigmatisation joue un grand rôle dans le maintien de la prohibition, parce que même les usagers se disent à un moment donné, oui, la prohibition, elle me protège, donc on en est là quand même. Mais du coup, notre boulot, c'est aussi de les élever, pas les élever, c'est peut-être un mauvais terme, mais de leur faire remarquer que la stigmatisation leur permet pas d'intégrer les bénéfices et à leur usage et tout ça, mais c'est extrêmement difficile, parce que c'est tellement ancré que pour l'instant, c'est une question non résolue. C'est-à-dire comment on fait pour que les usagers de drogue puissent dépasser la stigmatisation. On en est à là, à peu près. Et puis finalement, il y a quelque chose dans notre société qui était d'avoir pensé que ces questions de drogue, alors en lien avec la médecine, c'est quelque chose de très biologique. C'est une vision des risques très descendante qui existe en lien avec l'hégémonie du savoir médical, qui est un savoir descendant, où il y a un expert, etc. Et finalement, quelque part, nous a éloigné d'une autre question qui est en fait vraiment la question culturelle, qui est en fait quelque part ce que l'on pense des drogues culturellement, ce qu'on conçoit des drogues a une énorme importance fait la matérialité de nos expériences. Et quelque part, finalement, de changer de discours et de regard sur les drogues, ça change la matérialité de nos existences. Déjà, nous, on le sait, on l'expérimente, on voit de quelle manière ça peut avoir des impacts. On voit aussi ce qui se passe aussi pour les personnes qui fréquentent les forums, avec qui on peut être en contact. Et finalement, c'est reprendre la main sur quelque part l'anthropologie des drogues dans notre culture, c'est-à-dire la construction culturelle de ce que sont ces substances. Et vraiment, c'était déjà un premier pas qui était important, cette prise de conscience que finalement le biologique, certes, a sans doute une importance, mais est finalement pas le centre de tout. Vraiment, nos constructions culturelles des drogues font la matérialité de nos expériences. Et pour peut-être compléter ou finir, mais du coup, tout ce qu'on a dit là sur la stigmatisation, les bénéfices, la prohibition,
On vient de l'écrire dans un bouquin qui va paraître, qui s'appelle L'aide-mémoire de la réduction des risques, qu'on a écrit aussi avec des professionnels du secteur, mais on a pu mettre toutes nos idées qu'on vient de développer. Et donc ce bouquin, il paraîtra en novembre normalement. Voilà, donc c'est aussi un coin qu'on met, voilà, nos idées vont prendre de la matérialité, vont pouvoir être écrites dans un bouquin quand même. Et puis moi j'avais suivi le conseil alors c'est Daniel Allemand, qui était un spécialiste de l'analyse quantitative en Suisse. Et quand j'ai été en contact avec lui pour se former à ces questions d'analyse de drogue et compagnie, lui il m'avait incité, il m'avait dit, quelque part, pour réussir à pousser un peu des dispositifs comme ça, il faut être à une place un peu inattaquable et il faut être à un endroit particulier. En fait, ça correspondait moi à un moment où j'avais repris des études après avoir exercé comme infirmier. Je venais de finir un master et j'ai démarré en fait un doctorat. Et pour mon doctorat, ma directrice de thèse est la personne qui était chargée en France de l'évaluation des dispositifs d'analyse de drogue. Et donc j'ai utilisé aussi un peu, je me suis appuyé en fait sur son conseil, qui était que il faut être à des places aussi un peu singulières pour réussir à faire changer les choses. Il y a plein de pensées qu'on va partager et qui nous permettent de construire une pensée politique qui sont liées à nos hybridations, au fait d'avoir un pied dans le monde professionnel, un pied du côté de la recherche et un pied dans l'usage, clairement. Et c'est aussi grâce à ces places singulières, je pense, qu'on arrive à construire une pensée, à l'élaborer, d'être aussi à des places finalement qui ne sont pas les places les plus précaires et les plus exposées. Pierre, tu es toi-même directeur d'une structure médico-sociale et c'est une hybridation qu'on retrouve dans d'autres personnes de l'équipe de Psychoactif en plus. Il y a des places qui permettent aussi quelque part d'asseoir des discours et de les rendre plausibles. Moi je fais un doctorat aussi parce que ça aura ce sens-là. Ça va me donner aussi la possibilité d'intervenir dans le débat public en tant que quelqu'un qui a un doctorat de santé publique. Indéniablement, des places qui feront plus levier, qui donneront de la légitimité. Après, j'ai pris le parti, moi, de faire ça en exposant aussi le fait que je suis usager. C'est-à-dire que je pense quelque part qu'il existe une action politique qui se produit aussi en nous exposant en tant qu'usager. De fait, je ne suis pas la personne qui est la plus soumise au risque de répression, directement en fait. Et tant mieux si je peux tirer parti de ça, même si j'y reste exposé pour plein de raisons. Ouais, c'est la question du coming out des usagers de drogue, c'est très rare. Même ça n'existe pas en France. Il n'y a aucune personnalité ou d'universitaire ou je ne sais quoi qui n'assume son usage de drogue médiatiquement, sauf quand ils arrêtent, par exemple, des gens un peu du showbiz comme Bec BD. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de coming out de consommateurs. La question du coming out, c'est une question aussi à part entière parce qu'il y en a, mais pas en France. Par exemple, aux États-Unis, il y a un psychologue, Karl Hart, qui a fait son coming out en disant oui, je consomme de l'héroïne. Ça. Il y a aussi Fallu au Québec qui a fait son coming out en tant que chercheur. En Belgique, ils ont fait aussi leur coming. Il y a plein de magistrats ça qui ont fait leur coming out. Alors en France, c'est zéro. En fait, je pense que c'est trop risqué encore en France et que c'est un problème. Et puis bon, coming out, il y a aussi plein de, tu vois, parce que quand tu fais un coming out sur oui, je consomme du cannabis, je consomme de l'ecstasy, finalement, tu es le bon consommateur. Donc en fait, tu stigmatises ceux qui consomment par injection de la cocaïne ou de l'héroïne. Donc il y a plein de questions sur le coming out qu'il faut aussi faire gaffe. Oui, et puis dans certains milieux, un peu ce qu'on appelle showbiz avant, ça peut rester glamour de consommer des drogues. C'est chic, c'est rock'n'roll. Alors que dans les milieux populaires, ça peut vite devenir compliqué, notamment sur un plan professionnel, si tu annonces publiquement que tu consommes de la drogue. C'est une lutte des classes. C'est une lutte des classes. C'est-à-dire, plus tu as de pouvoir, plus le coming out, tu auras moins de problèmes. C'est vraiment une lutte. C'est aussi parce que la prohibition et la stigmatisation et la ségrégation des usages, en fait, vient servir un peu de prétexte dans notre société pour en fait faire de la ségrégation raciale, pour faire de la ségrégation sociale. Aujourd'hui, les drogues sont saisies en fait comme prétexte pour viser des gens en banlieue, pour viser des jeunes hommes non blancs plutôt, c'est un prétexte voilà, utile à une société dominante blanche, coloniale, pour faire valoir quelque chose de l'ordre de la domination. Et nous, on en a marre que ça soit ce prétexte, c'est sûr.
En guise de conclusion de ces 3 épisodes consacrés à Psychoactif, une petite recommandation. Je vous conseille de regarder la vidéo de l'historienne Zoé Dubus sur sa chaîne YouTube, la vidéo consacrée au livre Psychedelic Outlaws de Johanna Kempner, qui explique très bien comment un forum d'usagers peut faire avancer les connaissances et initier même des démarches scientifiques ou médicales. Johanna Kempner évoque dans son livre le cas très spécifique de personnes qui sont atteintes d'agie vasculaire de la face, une affection particulièrement douloureuse, et qui ont constaté que la psilocybine et le LSD permettaient de faire disparaître leur douleur. Mais les conclusions que l'on peut tirer de ce cas spécifique peuvent être appliquées, à mon avis, dans le contexte plus large des communautés d'usagers du web. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de Zoé Dubus sur sa chaîne YouTube. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast si vous le souhaitez en passant par une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, nouveau témoin. D'ici là, portez-vous bien.